Benjamin. Bonjour Christina. Qu'est-ce que tu fais de ce côté-là de l'Atlantique? Je viens te voir, je suis venu spécifiquement pour te rendre visite aux Imer. Plus Non, global. c'est complètement faux. C'est vrai, je commence par un mensonge, c'est effroyable. Montre ton livre alors. C'est vrai, alors je suis venu en partie pour te voir et également en partie pour parler de ce livre, La guerre des eaux, qui vient de paraître aux éditions de Noël. Nous nous connaissons pour d'autres raisons. Oui, Parce que nous absolument. travaillons ensemble sur French Press, Absolument. sur un podcast qu'on va lancer, plein d'idées. Plein de choses. Mais tu es aussi écrivain. Tout à À fait. quel moment tu as senti dans ta vie de professeur accompli dans une belle université aux États-Unis qu'écrire c'était important pour toi? Alors, en fait, je l'ai senti bien avant d'être professeur. D'une certaine manière, pour moi, le désir d'écrire a toujours été là. Question de la vocation d'écrivain s'est jamais véritablement posée, puisque l'envie d'écrire était là pour moi dès l'âge de peut-être 4 ou 5 ans. Et comme ce désir a vraiment accompagné toute ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir organiser ma vie autour de cette passion, autour de cette volonté d'écriture. Donc je dirais que je suis presque d'un point de vue généalogique, écrivain avant d'être professeur. Je dirais que j'ai voulu d'abord être professeur pour améliorer, parfaire ma connaissance de la littérature française et internationale, mais aussi pour avoir une profession qui laisse le temps de lire, d'écrire, de faire des recherches. Donc cette identité professionnelle-là, elle s'est plutôt bâtie sur le désir d'écrire, de Donc faire de la littérature. tu te considères plus un écrivain professeur qu'un professeur écrivain? Oui, tout à fait. Du point de vue de la chronologie, c'est tout à fait exact. Pendant très longtemps, j'ai essayé de mener ces deux activités, ou je dirais peut-être ces deux exigences, ces deux disciplines de front. Mener une carrière d'écrivain, mener une carrière d'universitaire. Ça a parfois été très difficile parce que c'est deux carrières qui ont leurs exigences, leur rythme de passage aussi à bien des égards. Alors, chacune d'entre elles mérite en vérité une vie. Mais au fur et à mesure du temps, j'essaie de plus en plus d'écrire des textes que je qualifierais volontiers de fiction savante, c'est-à-dire qui d'une certaine manière permettent la réunion de ces deux identités, de ces deux exigences. Absolument. D'un côté, l'exigence du professeur qui mène des recherches, qui va dans les archives, qui a une connaissance d'une bibliographie approfondie, mais aussi le travail de l'écrivain qui C'est fait le de la moins fiction. qu'on puisse dire par rapport à ton livre actuel. Ton livre actuel part d'un fait réel. C'est vrai. Raconte. Alors effectivement, c'est une histoire vraie. C'est vrai que c'est qualifié de roman, il y a quelque chose de l'ordre de la fiction dans La guerre des eaux, bien sûr. En le lisant, on se sent dans un roman. Mais de facto, il y a très peu d'invention. Il y a de la mise en récit, Oui. mais il y a très peu de faits qui sont inventés. Ce dont il est question dans ce texte, c'est l'histoire d'une rivalité qui s'est réellement produite durant la deuxième moitié du 19e siècle. Rivalité de deux paléontologues américains. Deux savants. Deux savants américains, oui, tout à fait de la même période, à peu près du même niveau social, dans la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis, et qui l'un comme l'autre se sont donné le même but existentiel, on pourrait dire, le but de devenir des spécialistes de la paléontologie et de découvrir le plus grand nombre d'espèces de dinosaures possibles. Et cette rivalité a véritablement orienté la direction de leur vie et les a menés l'un comme l'autre à avoir une forme de grande violence, une forme parfois de jalousie, de mesquinerie, de coups fourrés. Qu'est-ce qui t'a parfois. intéressé? Leur intelligence ou leur faille? J'ai plutôt ce qui m'a intéressé chez eux, c'est plus que la paléontologie ou la science, c'est l'histoire de deux personnes qui ont mené au bout une passion, une obsession pour un objet. C'est ça, parce que la passion, pour moi, le mot passion est positif. Oui. Mais pour eux, c'est exagéré. Oui, tout à fait. C'est une passion qui devient destructrice. D'une certaine manière, le roman... Une obsession, tu as bien dit. Oui, c'est vraiment de l'ordre de l'obsession. Et en fait, ce qui m'a intéressé d'étudier, de considérer à travers leur histoire, c'est justement cette ambivalence de la passion. Ambivalence de la passion parce que d'une part, elle leur permet d'accomplir de très grandes choses, ils deviennent l'un comme l'autre des sommités dans leur discipline scientifique, mais en même temps, elle les amène à faire le vide autour d'eux, à se faire toujours passer eux-mêmes avant autrui. Et c'est cette ambivalence qui m'a intéressé, à la fois parce que j'ai une certaine admiration pour le dévouement presque obsessionnel effectivement à leur tâche scientifique, mais en même temps beaucoup de réticence à embrasser ce qu'ils ont fait par ailleurs, à savoir
du mal autour d'eux, du mal à leurs proches, du mal à leurs C'est ça. étudiants. Et c'est cette ambivalence que j'ai voulu traiter à travers ce récit. Tu vas très souvent dans les livres qui soient des essais ou des romans ou des histoires romancées. Finalement, si je devais le définir, peut-être que c'est une histoire romancée, la tienne. Oui. On décrit la science comme une sorte de progrès linéaire qui va vers l'avant, qui nous pousse. Ton roman montre exactement l'inverse. Est-ce que c'est aussi une manière de raconter notre présent et la façon d'être des hommes? Oui, absolument. De toute façon, tout roman historique implique une forme de réflexion sur le présent et fait depuis un moment spécifique de l'histoire dont la trace est présente dans le texte. Il n'y a pas de narration historique neutre, objective, dépassionnée. Ce qui m'a vraiment intéressé dans ce texte, c'est aussi, à travers cette histoire sur le 19e siècle, de décrire un roman américain qui est par la bande, par une forme de rebond, aussi un roman sur les États-Unis aujourd'hui. Tout à Et fait. effectivement, un roman sur... On peut tout à fait lire la guerre des eaux, au fond, comme aussi une allégorie sur le capitalisme. C'est une espèce de désir Tu me connais un peu, désinhibé. Ah oui, donc je tu connais sais très bien que c'est ma tes- lecture. Absolument. Oui, on va parler d'une lecture marxiste dans 2 minutes, j'en suis sûr. Tout de suite après. Voilà, bon, on y va. Mais alors juste pour finir peut-être le fil de cette idée, au fond il y a une analogie qu'on peut vraiment établir entre cette guerre des eaux, ce désir d'accaparement de ressources en quantité limitée, ressources C'est ça. fossiles, qui sont d'ailleurs très maltraitées par ces deux savants qui font des erreurs, qui parfois détruisent les fossiles par malice. Et en même temps, le capitalisme qui aussi se fonde sur la collecte, l'accaparement excessif de ressources en nombre limité, ressources fossiles en nombre limité, sur une planète qui elle-même en voie de destruction. Et qui a des ressources très limitées, comme tu dis Absolument, justement. absolument. L'analogie est là Est-ce entre... qu'il y a une scène particulière qui t'a résisté, où tu t'es dit je ne peux pas la raconter comme telle, il faut que je rajoute de la fiction? Oui, c'est une très bonne remarque. Je dirais que le seul vraiment moment de fiction où vraiment je me suis permis une certaine liberté vis-à-vis des archives, des documents historiques qui ont au demeurant guidé mon travail, c'est peut-être la première scène du roman. L'ouverture. Oui, vraiment, oui, c'est l'ouverture où je dépeins une espèce de bataille rangée entre les équipes paléontologiques de Cope et de Marsh, donc les deux protagonistes. Et en fait, dans les archives, de quoi était-il question? Il était question, en des termes assez vagues, justement, de conflits entre leurs équipes, de violences occasionnelles. Mais la scène que j'ai décrite n'était en vérité décrite par personne. Mon travail aussi consistait à, je dirais, creuser les interstices des documents et à exploiter, au fond, ces interstices pour justement permettre à la fiction de se déployer. C'est ce que je pense de ton livre. D'accord. Exactement. Tu as réussi à combler les vides, en quelque sorte. Oui, Et à nous rendre cette histoire lisible, même si on n'est pas historien. Oui, tout à fait. C'est pas du tout un essai sur l'histoire des Non. États-Unis. Voilà, il y a eu ces interstices dans les archives qui ont pu parfois être des invitations justement à créer, à faire preuve d'imagination. Mais aussi, je dirais, ce sur quoi mon travail de romancier, d'écrivain s'est aussi particulièrement concentré, c'est pour tout ce qui a concerné le vécu, les mots, les passions intérieures de ces personnages, puisque je me permets de créer des dialogues, d'évoquer aussi leur intériorité, d'une certaine manière avoir une forme de projection dans la psyché, l'intériorité de ces personnages-là. Donc c'est là aussi que la fiction intervient dans mon travail. Tes personnages, on l'a dit, on ne divulgage rien, c'est dans le titre, cherche des eaux. Mais toi, tu cherches quoi quand tu écris? Alors, ce que j'ai cherché dans ce livre spécifiquement, c'est véritablement à mener cette réflexion sur l'obsession, sur la passion. C'est un thème qu'on retrouve dans d'autres de mes textes, par exemple dans un roman qui a été publié chez Gallimard qui s'appelle L'île de la Sentinelle. Oui, mais absolument. déjà ce thème de l'obsession d'une île interdite, lointaine, sur laquelle les deux personnages se rendent littéralement au péril de leur vie. Au fond, ce qui m'a intéressé, c'est certes de raconter ce qui est explicite, c'est-à-dire une histoire américaine, des Amérindiens, Buffalo Bill, etc. Ça m'intéresse beaucoup parce que Non mais ça, on le ressent, ça se voit. Absolument. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est au fond d'interroger
ce qui est peut-être ma propre obsession. Et ma propre obsession, Ta c'est propre- mon obsession pour la littérature. C'est-à-dire la propre discipline à laquelle je m'astreins, la place énorme, considérable, primordiale que je laisse à la littérature dans ma propre existence, et vraiment m'interroger à travers ces personnages jusqu'à quel point c'est trop, jusqu'à quel point est-ce trop, justement d'être guidé par une passion lorsque celle-ci peut parfois vous détourner de celles et ceux que vous aimez. Peut-être que cette question a été particulièrement préoccupante pour moi, parce que l'écriture du roman a à peu près coïncidé avec l'arrivée au monde de mon fils. Je suis devenu papa il y a maintenant Peut-être, oui. 1 an et demi. Et cette question se pose, parce que la vie humaine, elle est traversée d'obligations vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'autrui. Le temps est illimité, le temps passe vite, bien évidemment. Et la question se pose de ce que je donne à mon homme, n'est-ce pas aussi quelque chose que je prends à autrui, quelque chose que je prends à celles et ceux que j'aime. Et c'est pour ça que dans le roman, finalement, j'insiste aussi beaucoup sur les rapports entre Cope et sa propre famille, sa propre fille, Oui. qu'il a précisément sacrifiée sur l'autel de son obsession. Je dirais peut-être, pour juste finir cette idée, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, et je te remercie de me la poser, Christina, je dirais qu'au fond, ce à quoi j'essaie de répondre, c'est au fond, qu'est-ce que c'est une vie bonne? Qu'est-ce que c'est une vie réussie? Est-ce que c'est une vie qui est mise au service de l'œuvre, ou une vie qui maintient, malgré tout, envers et contre tout, le souci des autres avant toute autre chose? Et ça me préoccupe beaucoup. C'est un peu le dilemme entre l'érudition et la sensibilité, le fait de mettre son savoir à profit d'autres ou à son propre profit. Absolument, absolument. Ça m'a plu aussi de voir comment tu as construit tes personnages et comment ces personnes prennent vie et sortent du document. À quel moment la langue a pris le pas sur le document? Je dirais depuis le début, le travail d'un écrivain, c'est autant que possible Tu savais tout de suite, développer. Je dirais que, en fait, oui, c'est assez juste, parce que je crois que derrière chacun de mes livres, il y a toujours des grands livres qui m'ont inspiré, qui ont joué un rôle dans la conception de mon récit. Alors, par exemple, pour l'île de la Sentinelle dont on parlait auparavant, il y a une présence très forte de Conrad, dont l'œuvre est d'ailleurs citée à travers les épigraphes du roman. Ici, je dirais qu'il y a une double. On va y aller, on va y arriver. À tes lectures, on va y d'accord. arriver. Tu veux qu'on commence maintenant ou Continue. Allez, on y va. On va faire. Là, pour les lectures, je dirais qu'il y a eu peut-être 3 sources un peu secrètes qui ont travaillé ensemble avant que je prenne pas la plume, mais le clavier. La plume, oui. Le clavier, peut-être plus exactement. C'est déjà d'une part la trilogie des Schnoz, la trilogie biographique des Schnoz que je trouve absolument remarquable. Courir, Ravel, Des éclairs. Justement pour cette capacité à écrire des biographies brèves, justement qui ne sont pas, qui sont ancrées dans l'histoire et qui racontent par-delà l'histoire d'un individu, l'histoire d'une époque. Ça, c'était quelque chose. L'autre lecture vraiment fondamentale pour moi, c'était L'Or de Sandrars. Ça, vraiment, dans L'Or de Sandrars, j'ai trouvé le désir d'immédiateté, le désir de raconter un récit sur le passé, mais qui est rédigé au présent. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui a travaillé en moi. Et la dernière lecture que je citerai parce qu'elle a été importante, là elle vient plus de ma formation universitaire, de mon travail de professeur, c'est un peu surprenamment peut-être, c'est le XVIIIe siècle, et notamment les lettres philosophiques de Voltaire, avec ce ton d'un narrateur un petit peu ironique qui met en scène des événements, des personnages comme le Quaker William Penn. Quand je parlais de la langue, c'est exactement ça que je voulais dire. Tu as senti la trace du XVIIIe siècle, oui, tout à fait. Déformation professionnelle, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais... Pour moi, ça va. Ah bon, d'accord. Pour moi, ça va. Mais c'est exactement ça. Oui, c'est un peu le narrateur des lettres philosophiques, il y a une espèce de distance un petit peu ironique sur les événements. J'ai une amie qui me dit « j'ai beaucoup ri en lisant ton texte ». Et c'est vrai que c'est un livre qui peut être assez rigolo par moment. Tu as aussi quelque chose de la non-fiction à l'américaine. Alors oui, ça c'est très juste. C'est vrai qu'il y a toujours de multiples modèles qui travaillent dans l'esprit d'un auteur. J'admire énormément le travail de David Grann. Je trouve que c'est un auteur absolument remarquable. J'ai vraiment adoré son texte, notamment Les naufragés du Wager, mais on pourrait parler aussi de The Lost City of Z. Enfin, vraiment, à peu près tout ce qu'il a écrit, moi, je trouve que c'est vraiment un auteur remarquable. Il y a le narrateur qui soit fictif ou assumé, qui intervient.
Absolument, oui, ça c'est vraiment la tradition de la non-fiction américaine, C'est ça. c'est très juste. Il y a une présence d'un jeu qui n'est pas celui de l'histoire racontée, notamment dans The Lost City of Z, ça commence avec cette scène assez mémorable où David Grann, là, qui parle vraiment en son nom propre, se représente lui-même dans la jungle amazonienne où il allait faire des recherches. Et il y a cette présence effectivement d'un sujet narrateur, qui est en l'occurrence un sujet autobiographique, mais qui fait partie du récit, absolument. Ouais. Est-ce que le fait d'écrire a modifié ta façon de lire? Parce que le fait d'écrire, oui, sans doute, j'irais à modifier mon travail peut-être de professeur aussi, Oui, là, en général. Dans le sens où je sais qu'un texte, un texte fini, un texte publié, est toujours le résultat d'un travail absolument considérable d'écriture, de réécriture accompli dans le temps. Et c'est pour ça que notamment la génétique des textes m'intéresse, l'histoire de l'écriture d'un texte m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est un peu toujours un préalable de mon travail, notamment d'universitaire, c'est vraiment de m'interroger sur les circonstances vraiment précises, historiques, personnelles de la jeunesse du texte. Je ne crois pas dans les sujets désincarnés. Je ne crois pas que c'est la langue qui écrit, je ne crois pas que l'auteur soit mort, je pense que ce sont des élucubrations de gens qui n'ont pas écrit de romans, qui ne sont pas vraiment confrontés à la tâche même de l'écriture. oui, je vois ce que je comprends. Je suis plus attentif justement voilà, aux circonstances concrètes, historiques, personnelles et matérielles aussi de la production du texte littéraire. Ça m'intéresse beaucoup. C'est mon avis de lectrice. Quand on sort de ton livre, on a l'impression que finalement les grandes conquêtes intellectuelles sortent d'un conflit. Oui. En l'occurrence, c'est vrai que la dynamique de cette rivalité a été l'occasion pour ces deux personnages de faire des pas de géant à leur discipline. C'est ça. Tout le Quand on paradoxe, ferme ton livre, on se demande si finalement ce n'est pas comme ça que ça se passe. dans leur cas précisément, oui, tout à fait, je pense. Parce que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que d'une certaine manière, même s'ils se sont haïs et détestés l'un et l'autre, mais s'ils ont fait sortir le pire l'un de l'autre, la jalousie, la mesquinerie, enfin vraiment des passions assez viles à bien des égards, ils ont aussi permis à l'autre de donner ce qu'il avait de meilleur. Notamment, Marsh était quelqu'un qui avait une tendance à la procrastination, à la paresse. Pope était quelqu'un qui avait davantage tendance à l'éparpillement, à sauter d'un sujet intellectuel à l'autre. D'une certaine manière, leur haine, leur rivalité leur a permis de focaliser leur attention, focaliser leur désir d'une certaine manière sur une entreprise scientifique. Et je pense que si on parle d'eux aujourd'hui, ils sont toujours dans les milieux scientifiques américains toujours considérés comme des figures tutélaires. Majeurs. Oui, vraiment toujours à notre époque. Ils le doivent véritablement l'un à l'autre et donc sans divulgacher la Non, fin du on ne texte. divulgage pas, tu sais très bien. On ne divulgage pas avec Christina. Non, c'est ma première. Mais sans Alors, divulgacher. quand je divulgage, Vas-y. c'est mauvais signe. Ah bah oui, ah bon, bah alors Parce que ça signifie que finalement le livre m'a plu moyennement. Bon, Quand on ne divulgage pas, c'est que je veux d'accord. que le lecteur et la lectrice D'accord. se plongent dans la guerre des eaux. Alors on ne divulgagera pas, mais je dirais juste que peut-être cette guerre des eaux l'ont-ils remporté l'un grâce à l'autre plutôt que l'un contre l'autre. En tout cas, Tu sais, c'est ma théorie. j'ai une question pour toi à laquelle tu dois répondre sans divulgacher. Ok, C'est le défi je vais du faire de mon jour. mieux. Comment tu définirais ton livre par une question? Ah ouais. Ouh là là, il va falloir faire une pause, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai trouvé une réponse assez Tout le monde fait une pertinente pause à mes questions. à t'inquiète pas. à cette excellente question? En fait, d'une certaine manière, je, si je devais le définir, la guerre des eaux par une question, je reviendrai à une courte nouvelle que j'ai publiée il n'y a pas très très longtemps, avant la guerre des eaux, dans la revue Europe. C'était aussi sur la question de l'obsession. C'est l'histoire d'un surfeur qui voulait surfer 3 vagues par jour pendant plus de 20 ans, qui était justement animé par cette quête obsessionnelle. Et à un moment, il pose cette question dans le texte, il dit qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce que l'on gagne à chercher sa vie durant quelque chose de plus grand que soi? Et d'une Très, certaine très manière, bien. c'est la question de ce court texte, de cette nouvelle, mais je pense que c'est aussi la question qu'on peut placer au cœur de la guerre des eaux. C'est au fond, voilà, qu'est-ce qu'ils ont perdu et qu'est-ce qu'ils ont gagné à chercher toute leur vie
quelque chose de plus considérable qu'eux-mêmes. Oui. Et ça, c'est la Moi, tu sais, Benjamin, l'élite pose des j'aime questions, mais n'y répond pas les livres qui nécessairement. me posent des questions, plus que ceux qui me donnent des réponses, hein. Bah, oui, c'est la différence entre le roman et l'essai, entre le type Non, mais même un d'intelligence. essai Oui, doit me laisser avec des questions. C'est vraiment important que on fasse l'effort de laisser le lecteur et la lectrice penser. oui, oui, non, c'est très juste. Et avec ton livre, on sort avec plein de questions. On a cette lecture plus intime, si on veut, liée à un fait historique, romancé, très bien romancé, je le disais. Les personnages sont actifs dans cette histoire, mais c'est inévitable d'avoir une lecture sociale sur la modernité Oui, d'aujourd'hui. oui, oui, absolument. Quelle est cette lecture sociale que tu nous caches? Ah, je la cache pas, disons que je la fais de manière un petit peu allusive. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire hein, sur la nécessité de faire penser le lecteur. Un de mes auteurs de prédilection au XVIIIe siècle, c'est Montesquieu. Il dit il n'importe pas seulement de faire lire, mais de faire penser. C'est C'est-à-dire ça, qu'un auteur, en principe, c'est quelqu'un qui ne répond pas à toutes les questions, mais qui crée les conditions de possibilité de la réflexion c'est ça. pour le lecteur. Pour moi, lire, c'est ça. Alors, pour répondre à ta question sur la dimension historique et sociale, je dirais qu'au fond, c'est véritablement un roman qui est écrit très clairement du point de vue contemporain d'un individu franco-américain comme moi, ancré dans les années 30. On est Oui, 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 dans oui. cette situation de plus en plus terrible jour après jour, où on voit revenir à la fois une forme d'autoritarisme politique, mais aussi, ce qui est peut-être plus pertinent pour l'histoire de la guerre des Oui, eaux, oui. une histoire de l'impérialisme. Je dirais que si je fais allusion dans le texte C'est notamment exactement ça à la guerre que je voulais civile, que tu dises. ah ben voilà, on y arrive, C'est très on y bien. arrive, on y arrive. Tu sans me l'avoir dit, j'y arrive tout seul. Et oui, si au fond dans le texte j'évoque à ce moment-là la guerre civile, j'aurais pu passer très rapidement dessus, mais il y a un chapitre effectivement Il y a sur un la guerre chapitre, civile exact. et qui évoque justement ces tensions qui ne disparaissent pas. Je crois, je cite un peu le texte de mémoire, mais je parle à un moment, voilà, de ces dettes si lourdes à payer Oui, c'est ça. qu'en vérité elles ne le sont jamais. Je parle aussi dans le texte très volontairement de faire un écho à la situation actuelle avec Trump, notamment de William McKinley, qui était un gouverneur puis président des États-Unis, qui était à l'origine de la théorie désastreuse de la hausse des droits de douane, de tariffs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et aussi d'une politique impérialiste. Donc effectivement, c'est un roman qui, même s'il raconte une histoire du 19e siècle, raconte aussi les conditions historiques de construction de l'impérialisme américain. Parce qu'au fond, c'est l'histoire, la guerre des eaux aussi, de la construction de la suprématie scientifique Oui, américaine. oui. Et cette suprématie scientifique américaine, elle est précisément en train d'être défaite de manière absolument désastreuse par l'administration Trump, qui est Tout véritablement en à train de fait. détruire les universités américaines et Tu sais, l'ouverture internationale. mon amie Clémentine Golzal était interviewée sur l'essai du Minnesota et sur la politique culturelle aux États-Unis. Ouais. Et c'était une réflexion très juste. Nous n'avons pas voulu voir cette Amérique justement colonialiste, où le fait racial n'avait pas du tout disparu. Non, bien sûr. On a pris l'autre facette de l'Amérique, celle un peu pop. Mais l'Europe s'est désintéressée de cette chose-là que les intellectuels nous disaient et que tu nous dis aussi. Oui, ça me paraît être une analyse assez juste. Disons que l'impérialisme américain existait déjà encore au début, bien entendu, du XXIe siècle, mais il se drapait dans un discours sur la défense de la démocratie, apporter la démocratie aux pays qui ne l'avaient pas et la construire ex nihilo, voilà, répandre des valeurs américaines. Là, ce qui est absolument frappant, c'est le fait que ces prétextes, parce que au fond c'est des prétextes plus ou moins fallacieux et les intérêts économiques, Ouais, financiers, l'exploitation du pétrole étaient bien entendu prépondérants. Disons que maintenant, on ne se drape même plus dans des bons sentiments, dans des symboles et des valeurs plus ou moins superficielles, mais c'est vraiment la force nue qui qui s'impose. s'affiche. Ouais, Vous voyez très bien avec Trump hein, dans Air Force One il y a quelque temps,
On lui demandait, on lui parlait du Venezuela et certains des journalistes et des hommes politiques autour de lui essayaient justement de revivifier ce vieux discours. Oui, alors on est allé venir au secours d'un pays où il y avait une forme d'autoritarisme. Et ils disaient non, non, on y allait pour le pétrole. Donc C'est voilà, ça. voilà, maintenant on ne se cache même plus. Et c'est ça qui est vraiment terrifiant dans Comment l'époque tu le vis actuelle. en tant qu'intellectuel qui vit là-bas? Je le vis avec beaucoup de désarroi. Je vis avec beaucoup de désarroi parce qu'il me semble que les États-Unis n'ont pas suffisamment une culture de la protestation politique organisée, durable. Les Américains savent manifester, mais manifestent un jour, font une espèce de performance, et C'est vrai. ensuite, malheureusement, voilà, disparaissent. Et c'est pas pour jeter la pierre à mes compatriotes, hein, faut dire aussi que les conditions sociales américaines ne permettent vraiment pas ou très difficilement l'émergence d'une politique contestataire. Pourquoi? Parce Oui. que la majorité des individus sont endettés, sont tributaires de leur emploi pour avoir pour eux-mêmes et leurs enfants, leurs familles, un système de santé qui les protège. Donc malheureusement, il y a une très grande fragilité culturelle, politique, sociale des Américains. J'ai Noam Chomsky qui disait ça très bien. Il évoquait le phénomène de dette endémique aux États-Unis. Bon, maintenant, tu m'as cité Noam Ah bah voilà, Chomsky, là je peux mourir tranquille, là. ah bah voilà, parfait. Bah alors on peut finir. Voilà. Non mais c'était même pas prévu. Hein, c'est Non, non, on bien, s'est pas ça vient. parlé avant. Non mais Noam Chomsky le disait très bien. Il disait fondamentalement, quand vous créez un système de dette endémique où les étudiants doivent absolument assumer des frais absolument colossaux pour leurs études. D'une certaine manière, vous créez les conditions de possibilité de l'acquiescement, de la collaboration passive. Donc c'est pour ça, c'est pas que les Américains sont voilà complices. Au contraire, on le voit bien, Minnesota, il y a des gens d'une immense courage, parce qu'il faut en avoir quand même Pour pour résister. résister, aller dans la rue. Après ce qui s'est passé avec l'ICE, c'est quand même assez voilà, d'une grande bravoure. C'est terrible, hein. Mais le problème, c'est que voilà, les conditions sociales ne permettent véritablement pas ou très difficilement l'émergence d'un mouvement organisé de Et révolte, je suis de persuadée que contestation. ça, l'administration Trump le sait Bien sûr, oui, bien sûr, et bien joue sûr. sur ça. Oui, bien sûr. Il joue sur plein de choses, sur cette fragilité des individus. Mais je pense que le phénomène fondamental, c'est davantage pardonnez-moi pour l'expression, hein, je cite un des idéologues de la Maison Blanche, Steve Bannon, Ouais, ouais, to flood the opinion with shit. Vraiment c'est ça. Mais de j'ai lu ces bananes, oui, c'est qu'il faut quand vraiment, même savoir pour se défendre. une technique, c'est vraiment la technique. Donc, finalement, ce qui aurait fait un Ah, Watergate il y a 15 ans, un tout à fait. scandale unique, il y a une telle multiplication de scandales c'est un effet de sidération et voilà, d'impuissance, J'ai malheureusement. l'impression que ça va plus loin que la littérature, hein. Malheureusement, oui, tout à fait. Il faudrait bien que Orwell redevienne un livre. Oui, il y a cette blague qui circule sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est les livres d'anticipation ont été déplacés dans les affaires courantes. C'est ça. C'est malheureusement ce qui est en Mais est-ce que train pour de toi, se lire, passer. c'est résister? Que pour moi, lire, c'est risqué. Euh, je dirais que oui et non. Oui, parce que fondamentalement, on voit bien que il y a de plus en plus à notre époque un phénomène de servitude volontaire. Je jette la pierre à personne, hein, j'ai un téléphone aussi, je suis aussi victime de la compulsion du scrolling. Parce qu'il y a aussi, hein, là aussi, c'est au fond une volonté de grands groupes internationaux pour manipuler nos cerveaux, créer des addictions à la consommation des nouvelles et des réseaux sociaux. Donc, je suis pas meilleur qu'un autre, hein, mais je dirais que de plus en plus, il y a une espèce d'asservissement volontaire, de contribution volontaire à l'effacement de nos capacités critiques. Malheureusement, on pourrait parler pendant 2 heures de l'intelligence artificielle, mais ça Bien va sûr. donner à une ampleur exponentielle à ce phénomène-là. Donc, je pense que tout ce qui fait entrer en nous l'altérité, tout ce qui fait entrer en nous une pensée complexe, une pensée contradictoire, tout ce qui nous permet de penser contre le monde et surtout penser contre nous-mêmes, oui, c'est absolument indispensable. En même temps, je suis toujours un petit peu, comment dire, réticent
même si, bien entendu, je l'ai dit aujourd'hui, hein, la littérature, elle est absolument fondamentale pour moi. Au discours un petit peu naïf sur oui, la littérature sauve le monde. Non, au bout Non, d'un moment, malheureusement, on résiste en résistant. C'est-à-dire qu'on moi, je suis résiste en absolument allant dans la d'accord. Là, rue et là, on a dépassé un voilà, stade de violence, quoi. exactement. Et Par contre, malheureusement, je suis consciente du fait que quand on en parle avec des gens qui ont lu des livres, on a une réaction. Quand oui, on en bien parle sûr. avec des gens qui n'ont pas... Eric de Lucas disait, quand on lit pas, on est comme ivre. On prend les coups de tous les côtés et on n'a pas Oui, oui, c'est très juste, ouais. les moyens de se défendre. Alors qu'en lisant, on voit les choses qui arrivent et on Absolument. est capable de les affronter. Et je suis assez d'accord avec ça. Non, non, c'est une très bonne, c'est une très bonne remarque. Oui, Donc, je suis quand d'accord je avec dis ça. de C'est un lire, préalable, c'est tout à ça. fait. Je vais finir par te citer Gramsci. Bah, vas-y, C'était, on va c'était, citer Noam Chomsky. c'était, Allez, Gramsci, c'était on part. clair que ça allait finir Allez. sur Gramsci. Quand il parle d'hégémonie culturelle, ce mot atroce Mm. d'hégémonie, il faut lire Gramsci, il faut comprendre ce qu'il dit. Il parle du fait de donner les moyens de faire face au monde. Mhm. Le Non, non, concept est aussi absolument. simple que ça. Non, non, c'est tout à fait juste. C'est un préalable. Mais j'ai peur que nous soyons entrés dans une situation tellement Trop unique. difficile, hein. C'est-à-dire que là, je pense que la difficulté actuelle, c'est que fondamentalement, on est confronté à l'émergence de quelque chose de profondément nouveau, une chose à laquelle on continue à réagir avec les réactions d'autrefois. Par exemple, j'ai été Je suis frappé assez d'accord avec toi. par le message de Barack Obama et de Bill Clinton après le décès, enfin même pas le décès, le meurtre hein, Le meurtre, oui, le décès, l'assassinat. c'est pas un bon mot, excusez-moi, c'est bien évidemment un meurtre de ce monsieur qui avait le remarquable Alex Pretty à Qui Minneapolis. était un infirmier Mais qui oui, travaillait avec les vétérans. absolument, oui, quelqu'un qui avait l'air, voilà, d'être très, très généreux et voilà, on a tous vu, j'imagine, cette vidéo, on Totalement. le voit rendre un hommage à un vétéran décédé. Enfin, c'est absolument bouleversant. Mais là, on est vraiment entré dans quelque chose de nouveau. Et malheureusement, on continue à réagir avec des réactions mesurées, un petit peu pas complaisantes, mais qui ne prennent peut-être pas suffisamment en compte Qui ne mesure la pas la... nouveauté Oui. de ce à quoi nous sommes confrontés. En tout cas, moi, je pense qu'il faut absolument lire ton livre Merci. parce que c'est un livre justement qui nous pose des questions, qui nous fait réfléchir, qui nous fait rencontrer deux savants qu'autrement en Europe on aurait un tout petit peu ignorés, hein. Oui, c'est vrai que c'est une histoire qui n'est pas connue en Europe. Tu as tout à fait raison, oui. Ouais. Merci Benjamin. Merci infiniment, Christina. C'était un grand plaisir. Merci.